Hop. C'est bon, c'est parti pour moi. Bonjour à tout le monde. Merci infiniment pour cette invitation parce que c'est toujours chouette de voir des étudiants et étudiantes. Pour vous dire rapidement qui je suis. Je suis Sabine Padelot et en fait, je fais plein de choses. Je suis de formation, je suis docteur en histoire de l'art. Voilà, je suis historienne de l'art. Parmi mes activités, donc en gros, je dirige une agence web, d'où la présence de la communication dans mon langage, évidemment. Donc j'ai également fondé une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Au Bonheur des Arts. Et cette plateforme, donc, c'est des cours vidéo en histoire de l'art, en histoire du luxe, parce que en gros, pendant mon doctorat, j'ai pas mal touché les questions du luxe. Et donc j'enseigne depuis 10 ans, notamment l'histoire de l'art, le marketing du luxe actuel, l'histoire du marketing aussi. Donc j'enseigne pas mal de cours de ce type-là en école, dont notamment des écoles, des business schools comme ici, comme à l'ESSEC. Voilà, donc si vous voulez faire un tour sur la plateforme, ou si vous voulez dire, tiens, il y a des personnes qui pourraient être intéressées par cette plateforme, je vous en prie, faites-vous plaisir, elle n'attend que d'avoir beaucoup plus de retombées. Donc on est ici pour parler du Japon. Et pourquoi cette question me touche beaucoup, notamment parce que la thèse que j'ai faite a touché au Japon. En fait, j'ai fait une thèse sur le japonisme, notamment. C'est aussi un sujet qui a flirté avec le sujet du luxe, parce qu'en gros, j'ai travaillé sur la manière dont des objets qui étaient de semi-luxe ont essayé de devenir des produits de luxe dans le marché français. Et c'est notamment via le japonisme, donc via l'inspiration du Japon, que ça a été possible. Et du coup, je me suis pas mal intéressée à comment un pays peut créer en fait un tel engouement. Pourquoi à partir du moment où il y a du motif japonais, hop, ça symbolise le luxe dans la tête des gens. Donc j'ai travaillé sur ces questions-là. Et j'ai toujours été fascinée de toute manière par le monde japonais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai grandi avec le Club Dorothée. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc non, mais on ne sait jamais, je viens très vieille, vous savez. Là, je ne suis pas en débat, vous savez. Donc voilà, je fais comme je peux. Et effectivement, donc, j'ai été bercée depuis ma plus tendre enfance par les mangas, cette culture nippone. Et là, l'idée, pour vous, le Japon, c'est quoi? Là, je vous parle, qu'est-ce que ça provoque chez vous en images? C'est une conférence participative. Merde. On m'avait pas prévenu. J'ai pas l'idée. Non, mais c'est des... Ouais. L'image de Tokyo, une ville immense, très moderne, avec le Shibuya aussi, tant de gens qui passent, quelque chose de très peuplé, moderne. Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Et en parallèle aussi, la tradition super forte, millénaire, qui correspond plus du coup à la peinture qui est affichée ici, mais du coup, oui, une tradition plus vieille, plus ancienne. Ok. Ouais. Moi, j'ai vraiment le côté des fleurs et beaucoup de traditions pour le Hanami, pour les érables en automne. Ok. Et toute la cuisine aussi. Surtout la bouffe. Normal. Tout ce qui est à base de haricots rouges. Ça serait Les pâtes de haricots rouges. Le sushi, les ramen, les ramen. Oui. Un peu aussi le kawaii. Oui. Oui, en plus, avec la culture populaire aujourd'hui, le kawaii, il y a un autre nom aujourd'hui, je ne me rappelle jamais. Oui. Non, mais c'est le mot, je ne me souviens jamais. Oui, je sais, mais pour moi, c'est une extension de ça. À l'origine, on avait le kawaii et on a. Voilà. Et ça, j'ai loupé ce coche-là, je ne me rappelle jamais ce nom. Effectivement, on a tout ça. Donc, globalement, c'était quasiment les clichés que j'attendais. C'est normal, c'est la base. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi encore aujourd'hui on a ça
On a ça en tête, qu'on pense au Japon, ce côté quasiment cliché qu'on pourrait résumer en... Enfin, ça, je sais que c'est une phrase qui énerve énormément de mes collègues qui sont professeurs, vraiment spécialistes de la question japonaise. Oui, ils ne supportent pas, c'est qu'on leur dit Japon de la tradition et modernité. Ils supportent, on leur dit jamais ça, c'est mort. Parce qu'ils vous expliqueraient bien mieux que moi qu'en fait, c'est un savant mélange, hein, ça a toujours été lié, c'est dans leur ADN en fait. Mais en tout cas, on va voir. Là, on va remonter un petit peu le temps, donc en plus pour moi c'est pratique, ça me fait replonger dans ma thèse. On va voir d'où ça vient, parce que finalement, ça date de plusieurs siècles. Hein. Cette image, c'est un phénomène que je trouve passionnant en soi, de la même manière que l'orientalisme, sauf que l'orientalisme a pas mal de déviances. Mais en tout cas, le japonisme, on a eu vraiment ce goût, cette admiration, souvent fausse ou occidentalisée en fait, de ce qu'était le Japon. Donc on va parler d'une image du Japon qui s'est construite en fait. Donc on ne va pas parler du vrai Japon, mais on va parler en fait de l'art japonais, de cette relation France-Japon, de cet amour qui dure et qui va incarner vraiment cet imaginaire, cette vision occidentale de cette culture. Donc juste pour vous resituer un petit peu, les connaissances qu'on a du Japon, hein, ça a été vraiment au début très flou. Enfin, on avait vraiment, à peine on a eu une carte au cours de la Renaissance, enfin, c'est vu vraiment super tardivement. On ne comprenait pas trop ce pays, on ne faisait pas énormément de navigation là-bas. En plus, on n'était pas forcément les bienvenus, on a essayé notamment de faire une forme de christianisation du pays. Ça n'a pas très bien marché, ça a très mal fini. Donc, pour vous resituer, on ne voit pas très bien par contre les points névralgiques, on va dire. Donc, j'ai mis surtout les villes où il y a des ports, parce que c'est ça qui nous intéressait, c'est comment il y a eu une transformation en fait. Cette transformation de notre vision du Japon, elle va passer par le commerce. Voilà, je vous l'annonce tout de suite, et donc les ports sont très importants pour ça. Et il y en a un qui va être très important, c'est celui-ci. Il est situé à Nagasaki. C'était un port qui était situé dans Nagasaki. Aujourd'hui, il est incorporé dans la ville. Mais en tout cas, il n'a plus la fonction de port parce que, il est, juste pour vous montrer la slide d'après, voilà. Il est complètement incorporé dans la ville. Hein. La ville s'est tellement étendue que tout de même, ça a été englobé. Et c'est un quartier que vous pouvez visiter. Hein. Ils l'ont fait... c'est un petit voyage dans le temps avec les gens qui sont habillés à l'ancienne. C'est un quartier historique qui est reconstruit, mais en tout cas qui est laissé tel quel, notamment au XIXe siècle. Donc c'est un musée historique avec des tenues de l'époque, et ils vivent comme... ils vous montrent une simulation de la vie. Très marrant. Et donc ce petit archipel, c'était cet îlot, c'était un îlot artificiel. C'est-à-dire que les Japonais ne voulaient pas que les Occidentaux foutent les pieds sur leur pays, sur leur terre. Ils ont construit une île artificielle pour vraiment canaliser les transactions commerciales et éviter qu'ils viennent sur le territoire. Alors, évidemment, des gens l'ont essayé, ça a été problématique, il y en a qui sont jamais revenus. Donc il y en a plusieurs qui se sont fait avoir, hein. Ils ont été tout simplement arrêtés, tués, ou ils ont coulé, ils ont essayé de franchir les choses, ils n'ont jamais réussi. Mais c'est juste au moins pour vous donner les prémices de qu'est-ce que ça va être par la suite. Imaginez, vous allez avoir un pays qui à un moment donné en a marre de l'Occident, parce que l'Occident essaye de vous imposer une religion de force, vous fermez les frontières, vous dites ok, vous pouvez venir, mais que sur cette petite île-là, à Nagasaki, vous avez le droit de venir là, et encore pas vous les Français, on veut bien les Hollandais. Il n'y avait que les Hollandais qui avaient le droit de faire commerce. Donc les Hollandais là-dessus, mais évidemment ils se frottent les mains, parce qu'eux ils ont le droit de faire tout le commerce en Europe, notamment de produits japonais, mais aussi de produits chinois. Donc eux, niveau avantage, c'était assez impressionnant.
Donc, mettez-vous à la place 2 secondes, vous êtes en France, vous faites partie d'élite, vous voulez des objets japonais ou chinois, on vous dit non, c'est fermé. Par contre, vous pouvez peut-être voir avec les bateaux hollandais, ils vont peut-être vous ramener des trucs, mais c'est un peu compliqué. Ça va être vraiment le début de la création d'un désir pour un pays, pour une culture. Parce qu'il n'y a rien de tel quand vous fermez quelque chose, quand vous empêchez l'accès à quelque chose, vous en avez envie. Ça va vraiment être ça qui va insuffler cette dynamique. Et parmi les objets qu'on rapportait, eh bien, on avait de tout. Je vous ai mis ce que les gens préféraient en général. La porcelaine, tout ce qui était estampes, notamment la manga de Kusa, il a été énormément, parce qu'elle a été énormément publiée, donc elle a été énormément consommée en Occident. Les estampes et les lacs, les produits en lac. En gros, tout ce qui incarne le Japon, en fait. Et plus ou moins les choses qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la culture de certaines élites, on leur dit Japon, ils pensent à de la porcelaine, ils pensent au kusai, ils pensent à des lacs, des petits objets en cuivre. Des armes aussi, des katanas, des tsuba, des armures, enfin, c'est les mêmes choses en fait. Ils consomment la même chose, ils collectionnent les mêmes choses. Donc il y a vraiment tout ça se crée à ce moment-là. Et ce camp, ça va être au 19e siècle. Là, en gros, ce qui va se passer, c'est que le Japon, pendant très longtemps, se ferme. Seuls les Japonais peuvent faire le commerce via ce petit îlot. Et à un moment donné, les Américains, ils ont juste ras-le-bol. Ils arrivent avec leur gros navire. Et en fait, ils disent, bon, on vous laisse 1 an, réfléchissez, mais ouvrez. Concrètement. Du coup, les Japonais qui s'étaient quand même pas mal refermés sur notamment les évolutions technologiques des autres pays, ils n'avaient pas cette avancée technologique pour rivaliser, notamment avec les Américains s'ils venaient bombarder avec leur croisée, leur navire. Donc, ils n'avaient pas tout ce qui est technologie à vapeur, sur ces parties-là, ils étaient en retard. Ils avaient d'autres avancées parce qu'ils laissaient venir quand même quelques Occidentaux. Voilà, il ne faut pas déconner non plus, on fait quand même venir quelques Occidentaux parce qu'on a besoin de comprendre certains éléments en médecine, en ingénierie, donc ils font venir, mais c'est très limité. Donc quand on voit un navire qui débarque, qui peut ravager toute une côte, donc on se questionne un petit peu. Et ce qui va se passer, c'est que les Japonais vont se dire, là il est temps d'ouvrir les frontières parce qu'on ne va pas laisser la chose militaire prendre le dessus parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Et en plus, ils ont tout intérêt à ne pas se transformer en colonie. C'était leur objectif en fait. Ils voyaient ce qui se passait en Chine. Et notamment la Chine a été traitée en colonie par l'Angleterre. Donc ils se sont dit non, pas nous. On va gérer. On va prendre le contrôle de la situation et on va nous-mêmes dire ok, on ouvre. On va faire des partenariats avec les pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays. Évidemment, ils vont se rouiller après. Les Américains ils vont vers les portes, les autres pays ils arrivent. Et ils vont tous signer les traités, des conventions de paix, de commerce, surtout. C'est le commerce qui les intéresse. Et le Japon, là, c'est ce que je vous montre à l'écran. Le Japon va vraiment maîtriser son image. Le Japon va maîtriser ce qu'il va montrer de lui, les objets qu'il va importer et ce qu'il va commercialiser. Et là, on est au début des clichés. Parce que très vite, les Japonais disent waouh, ça, ils ont été formés par les Hollandais. Ils voient ce que les Hollandais consomment, comment ils vivent, grâce au petit îlot de Dejima à Nagasaki. Ils le voient depuis quelques temps. Ils savent que un occidental, ça vit comme ça a besoin de ça, d'accord. Donc ils vont créer des produits que pour les Occidentaux. Et ils vont les exposer. Ils vont les exposer en fait lors de grandes manifestations culturelles internationales, que sont notamment les expositions universelles. Et ce qu'ils vont exposer, c'est que des produits et aussi des sortes de mini-fermes, vous savez, ces sortes
de reconstitution d'habitations avec des gens dedans qui font semblant de vaquer à leurs occupations. Donc, ce qui a été par la suite tellement amplifié que dans la première moitié du XXe, on parlait de zoo humain. Voilà, c'est les prémices qui sont là en fait. Là, vous avez la reconstitution d'une maison, et en fait, à l'intérieur, on laissait 2-3 japonaises, et elles devaient faire ce qu'elles devaient faire tous les jours, mais en sachant qu'elles seraient regardées par des milliers de personnes tous les jours. Donc, ils essayent de montrer certaines choses qui étaient plus représentatives du Japon. Donc, cérémonie du thé, comment préparer le riz, ces choses-là, mais tout ce qui va par la suite devenir des clichés en fait. Enfin, vous me direz après, il y a un fond de vrai, mais en gros, ça va tellement cristalliser, on va retenir que ça en fait du pays. C'est ça que. Et par la suite, on va, dans ces expositions, on va aussi beaucoup s'intéresser aux objets. Donc on va avoir de tout, on va avoir des stands, toutes les expos universelles, hein, jusqu'aux années 1900. Ça va vraiment être ça, les objets, les céramiques, porcelaine. On va essayer de montrer aussi des scènes de théâtre. Mais on est quand même dans beaucoup de... Enfin, on fait venir des Japonais, c'est déjà ça. C'est déjà eux qui font la propre représentation de leur pays. Mais c'est quand même très ciblé sur certaines pratiques qu'on attend d'eux. Vraiment du spectacle, c'est quoi votre pays, ok, on va le monter en spectacle. C'est un petit peu ça. Parce qu'au final, je parlais plutôt de qu'est-ce qu'ils consomment les Occidentaux par rapport aux Japonais. Ça, par exemple, c'est un service. C'est un service de table japonais. Mais imaginez, nous, on nous donne ça, on se débrouillerait un petit peu parce qu'on est un petit peu formé, mais ça ne nous servirait pas tous les jours pour nos usages. Et les Japonais, ils savent très bien ça. Ils savent que ça sert à rien de nous envoyer ça en masse. On s'en fout, on utilise ça. On ne mange pas de la soupe miso, on ne va pas du tout se servir de ce type d'objet tous les jours. Non, nous, on veut des trucs comme ça. Ça, vous en trouvez partout, dans les maisons, dans les musées, les vieux musées, les vieilles demeures, ça vous en met partout, tout le temps. Tout le temps, vous avez des trucs comme ça. Avec des montures en orfèvrerie qui étaient rajoutées en France, à Paris. Voilà, là, on dit, tiens, les Japonais se disent, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent les Occidentaux? Bon, on va leur faire ça. Et ça, on produit en masse. Donc, c'est là où c'est super, je trouve intéressant, c'est moi, ça m'a fasciné pendant ma thèse, c'est de me dire, ils vont produire en masse des objets pour nos usages, et nous, on va penser que c'est ça la norme au Japon. Bon, évidemment, les beaux objets, alors non seulement ils se disent que c'est pas nos usages, leur manière, eux, de consommer les produits, mais en plus, ils préfèrent garder les beaux objets pour eux. Enfin, c'est logique, ils gardent la plus belle vaisselle, ils la gardent pour eux. Ils n'exportent, c'est pas de très grande qualité en fait. C'est de la masse, hein, vraiment. C'est pas fait par des grands créateurs. Il y a des Japonais, il y a des artisans qui faisaient des choses incroyables. Là, on est sur la production quand même de masse. C'est quasiment de l'usine, hein, presque. C'est l'industrie. Voilà, on est sur les débuts de l'industrialisation de la céramique, en fait, de la porcelaine. Et pour faire tout ça, il faut des fours gigantesques. J'ai pris là un exemple, celui de la porcelaine. Là, c'est pour vous montrer un four qui fait une cinquantaine de mètres au moins de longueur. Donc on cuit des milliers de pièces là-dedans, parce qu'il y a de la demande. Les gens raffolent de ça. Voilà. Et les gens qui raffolent de ça, où est-ce qu'ils vont acheter tout ça? Les gros magasins. Ouais. On est en pleine explosion des grands magasins. Là, on est seconde moitié du 19e siècle. Vous savez, je vous ai pas lu plutôt la date notamment quand les Américains sont arrivés au Japon, ils sont arrivés en 1853. Ils ont laissé un an, donc en 1854, officiellement, le Japon ouvre ses portes au commerce international.
Et le temps que les choses arrivent, que tout se mette en place, il faut plutôt compter les années 1860, le temps que tout arrive vraiment sur le marché européen. Et cette époque-là, c'est le début des grands magasins. Donc on va avoir ces boutiques qui ont envie de varier leur... parce qu'à l'origine, le grand magasin, c'est une boutique de nouveautés, donc qui vend essentiellement des tissus, enfin de quoi faire des vêtements notamment, et qui va se diversifier, merci. Se diversifier en proposant notamment des objets, et notamment des objets japonais. Et là, vous avez l'intérieur d'un grand magasin qui s'appelle le Petit Saint-Thomas. Je ne vais pas tomber dans l'exemple. Et encore, c'est un petit clin d'œil parce que Aristide Boucicaut a travaillé au Petit Saint-Thomas. Donc c'est là où il a fait ses armes, où il a tout appris. Voilà. Et donc voilà, pas parce que vous savez, il y a le bon marché, mais c'est plus vous parler un petit peu d'un autre magasin. Et ce que j'aime bien dans cette illustration de l'ouverture, c'est que vous avez surtout le premier plan, vous avez des objets japonais et chinois en fait. Donc c'est-à-dire que dans leur communication commerciale, ils vont mettre en avant tout ça. Ils vont mettre en avant le fait qu'ils ont de plus en plus de produits et le top du top, c'est le Japon. On a même des catalogues commerciaux, les premières pages, c'est Chine-Japon. Ça fait super cadeau. Hein. Ça, c'est de nouveau, imaginez, un pays fermé pendant 200-300 ans. Vous connaissez quasiment rien. Les Hollandais envoient quelques produits, et encore, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour l'élite aristocratique. C'est que pour les princes, rois et reines. Une fois la Révolution passée, les autres catégories sociales qui sont bourgeoises ont envie d'imiter ces classes sociales dominantes. Et ils vont avoir envie de consommer les produits que consommait l'élite aristocratique avant la Révolution française. Et c'était les pièces japonaises et les chinoises. Et là, maintenant, c'est accessible, c'est dans les catalogues commerciaux. Donc, pour quelques francs, on a une tasse qui vient de Tokyo. Ça fait rêver les gens. Et en plus, le fait que les frontières étaient fermées, imaginez la désirabilité de tout ce qui sort du pays. C'est assez impressionnant, de la même manière qu'avec les grands magasins. Les grands magasins, quand c'était des boutiques de nouveautés, vous ne pouviez pas toucher à tout, il n'y avait pas forcément les prix affichés. En plus, à la tête du client, ça pouvait changer de prix, vous n'avez pas le droit vraiment de toucher. Le grand magasin, l'idée, c'est d'en prendre plein la tête, en fait. Du coup, vous avez vraiment une ode à la consommation qui démarre là. Donc, on va pousser les gens à regarder les choses, à les manipuler, les textiles, les soies aussi, et les produits, comme tout ce qui est porcelaine, et pas que, il y a de l'encens, les éventails, les kimonos, les paravents, là en gros tous les objets que vous retrouvez dans des magasins pour vous meubler où il y a une section un peu orientale, vous l'aviez au 19e dans les grands magasins. Ça n'a pas changé, hein. C'est les petits Bouddhas, voilà. Là on est en 1930, l'Ikea d'époque, ça vous montre clairement ce qu'on avait, c'est dans les magasins du Fayel. Mais les magasins du Fayel avaient des reconstitutions de pièces en fonction des époques. Vraiment des pièces, à la Ikea. C'est-à-dire que les gens allaient regarder, là, ils sont bien outils. C'est comme dans Ikea, ils avaient une salle aussi consacrée à l'Extrême-Orient. On est complètement dedans. On est complètement dans tout ce qu'on pourrait imaginer du Japon. Le petit Bouddha, les céramiques, les masques de théâtre, je suis sûre qu'ils ont foutu quelque part un éventail. On est là-dedans. C'est bon. Par contre, là, pareil, cliché incroyable du vendeur. On sera limite dans un album de Tintin. Tintin au Tibet. Le petit bleu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et
Et en plus, pour le truc rigolo, quand j'ai vu il y a une figurine Lotus bleu Tintin qui est dans un vase. Oui. Et le motif de ce vase. Ouais, non, mais voilà. Le motif de ce vase, je l'ai retrouvé dans un recueil d'ornements que j'ai étudié pour ma soeur. J'ai explosé de rire quand je l'ai vu. C'est pour dire à quel point c'est des objets qu'on consomme depuis le 19e en fait. Et ces motifs sont produits dans les usines françaises parce qu'ils connaissent ça en fait, c'est leur imaginaire, c'est vraiment le même motif, c'est très drôle. Et comme on consomme beaucoup, on achète beaucoup, c'est pour meubler chez soi en fait. Parce que dans les maisons, on essaye de recréer un environnement propice à l'éclectisme. On a du Japon, on a de l'Orient, on a de la Renaissance, on mélange les styles. Bon, plus dans les catégories bourgeoises quand même. Mais même les classes moyennes et les classes sociales plus modestes ont une tendance à essayer de décorer chez elles avec des motifs un peu... par exemple, un objet qui m'a fasciné, ce que je retrouvais partout, c'est le miroir entouré de bambou. Je le retrouve dans les films des années 30-40, je le retrouve dans les catalogues commerciaux, chez les classes modestes, très modestes. Le miroir, contour de bambou. Pareil, vous retrouvez ça dans Visage du Monde. Dans tous les magasins de décoration, il y a du... Visage du Monde, c'est bien mais en gros, tous les magasins d'habitat, il y a une section un peu orientale. On fait ça. Ouais, là, c'est pour vous montrer donc, 2 pièces faites en France. Donc, parce qu'on fait importer des objets. Évidemment, ça peut enquiquiner un petit peu les producteurs français parce qu'ils disent « Ah, ils consomment trop des trucs des autres et pas les nôtres. » Donc, ils vont faire, eux aussi, des objets qui vont imiter le Japon. Et là, on est dans le japonisme. Le japonisme, c'est vraiment un art qui va être marqué par la culture du Japon, par l'art japonais. Donc, quand on parle de japonisme, c'est forcément un objet français, anglais, peu importe, mais qui va représenter quelque chose qui est spécifique au Japon. Ouais. Du coup, il y a des tentatives de réappropriation ou d'assimilation, ou alors c'est vraiment de la pure copie? Non, là, justement, j'ai mis un exemple d'artistes industriels qui se sont inspirés par ça. Parce qu'effectivement, on a soit la copie pure et dure, parce que de toute manière, les personnes qui bossent dans les usines, ce sont des personnes qui ne connaissent rien, qui font des décalcos. Voilà. Donc ça, au 19e, ça existe, la technique d'impression, on utilise beaucoup. On a ça, ou alors on a même des artistes peintres qui vont reproduire à l'identique un motif. Mais la plupart des artistes industriels vont dire tiens, c'est une source d'inspiration incroyable, on va l'utiliser pour créer des sujets. Là, en l'occurrence, c'est 2 choses créées par 2 artistes, sauf la forme du vase à gauche, c'est une copie, c'est un moulage classique de vase, mais les motifs qui sont dessus, il y a une tentative de création. Et ces 2 objets, on les retrouve dans cette pièce-là, que vous pouvez voir si vous allez au Musée des Arts Décoratifs de Paris. C'est ce qu'on appelle une period room. C'est une pièce, un concept anglais qui vise à... c'est l'IKEA musée, quoi. À reconstituer par rapport à l'époque une pièce selon l'origine. Et celle-là, c'est une pièce complètement typique du 19e chez Jean Bourgeois. On mélange les styles, il y a de la Renaissance, il y a du japonisme partout sur les murs. Il y a une petite statue de Bouddha au milieu là-haut. Le vase est tout en haut. Le plat il est au-dessus de la commode, de l'autre côté. La verrerie, ça fait très Renaissance. Il mélange. On adore mélanger en fait à cette époque-là. L'idée c'est de paraître cultivé et riche. Donc on va mettre des éléments qui montrent qui on est socialement. Ouais. Est-ce que justement c'est purement ostentatoire ou il y a une vraie volonté pour certains de connaître et d'apprendre la culture? Il y a les 2. Okay. Il y a les 2. Là en plus on est clairement chez quelqu'un qui a envie de comprendre. Kilo qui est quelqu'un passionné par l'art japonais, donc on a effectivement des personnes qui vont essayer de comprendre, mais en fait ils vont essayer de comprendre avec les éléments qu'on veut bien leur donner.
très compliqué du coup pour eux. Donc ils vont quand même malgré eux un petit peu véhiculer des clichés, mais c'est normal. Ils ont forcément un biais, ils ont qu'une certaine source, que certaines sources, ils n'ont pas énormément de matériel, mais en tout cas il y a une vraie tentative de comprendre l'art japonais et de collectionner l'art japonais. D'autres, non, c'est tendance, c'est le pays incroyable qu'il faut voir chez soi, je veux du japonais. Et il y a des entre-deux, c'est comme aujourd'hui, hein. Des gens qui veulent vraiment comprendre la culture africaine, d'autres, non, je veux juste comprendre mon masque africain chez moi parce que c'est tendance. Ça toujours ça. Et en plus, effectivement, ce désir de connaissance de culture, on va avoir les musées qui vont s'ouvrir parce qu'on a notamment des collectionneurs qui vont faire le voyage au Japon. Ça aussi, c'est la chose qui est incroyable pour eux, c'est de pouvoir y aller. Parce que, pareil, imagine, là, comme si on découvrait un pays qui était fermé, qu'on ne connaissait pas. Et on vous dit, c'est bon, vous prenez votre visa, vous pouvez y aller. Les gens qui ont les moyens, ils se ruent au Japon. Hein. Ils y passent des mois, voire des années, et puis ils assemblent des objets, ils rentrent, hop, ils font des musées. Musée Guimet, musée Chernowski à Paris, il y en a énormément. Et il faut aussi des récits de voyage. Ça, des photographies, là, c'est un comptoir. La photo à côté, c'est un comptoir commercial où justement, les Japonais, ils ont vite compris, ils ont vu tous les touristes qui passaient. Et ils ont tous ouvert des petites boutiques à la volée, à ciel ouvert, pour les touristes occidentaux. Donc, par contre, ils ne mettaient pas des objets utilisés par les Japonais. Ils mettaient des objets pour les Occidentaux. Ils continuent de garder les objets précieux pour... ils ne sortent pas, ils sont dans les collections impériales, ils sortent une fois par an. Et on va voir aussi, donc le pan, on a les tentatives scientifiques de faire des choses, et à côté on a énormément de littérature. J'ai été très surprise pendant ma thèse de voir le nombre de bouquins, de romans, hyper cucus des fois, sortir sur le Japon. Donc il y a des trucs très poussés, hein. On a des poèmes, une vraie tentative de faire des textes poussés, parfois des haïkus, vraiment des choses poussées. Notamment la fille de Théophile Gautier, Judith Gautier, qui était une très grande spécialiste du Japon, elle a fait de très beaux textes sur ça. Mais on a des trucs à côté, Harakiri, je l'ai lu, mais c'est hyper drôle. C'est bourré de clichés, quoi. C'est incroyable. Donc on a justement la marchande de sourire, l'image à droite, c'est une représentation de la pièce de Judith Gautier, je ne sais plus quel théâtre, mais en gros, voilà, il y a une tentative là de faire un vrai sujet super intéressant, mais c'est comme aujourd'hui, quoi. On a les choses sérieuses et les choses... Wow. Moi, ça me fait toujours penser à... On peut voir de la vulgaire sur les réseaux sociaux, mais qui sont un petit peu loupés parce que la personne s'y connaît pas trop, elle sait pas où chercher. Et à côté, les trucs scientifiques un peu trop poussés, on se dit ce serait bien un entre-deux, ce serait cool parce que là, c'est deux mondes. Et ça se sent en fait. Et ça aussi, ça va perdurer en fait. Le côté plein de clichés qui sont véhiculés par des textes assez marrants, mais un peu. Voilà. Et des choses très intellectuelles. Et ça va continuer de créer une sorte de climat double en fait. Et le japonisme, c'est aussi, on a vu dans les produits type céramique, etc. Donc les artistes industriels sont intéressés par ça, mais il y a aussi les artistes comme les peintres, qui eux vont être très très marqués par cette culture japonaise. Pour eux, c'est un renouveau incroyable. C'est vraiment, pour eux, c'est hallucinant. Oh, vous êtes en retard, vous. Mais je rigole. Donc, il faut imaginer que les artistes ont besoin de modernité à ce moment-là. Ils ont besoin de trouver des sujets. Je ne sais pas si ça vous arrive, parfois vous êtes face, vous devez écrire un dossier, feuille blanche. Voilà, il faut trouver parfois le petit élan.
Et les artistes de cette époque, que ce soit Manet, Monet, Renoir, etc., eux, ils vont trouver quelque chose de très important dans l'art japonais. Ils vont trouver vraiment un source de créativité incroyable. Donc leur modèle, ça va être les kimonos. Bon là, en plus, il y a plein de clichés, kimono, éventail. Complètement dedans, celui-là. Donc là, en gros, c'est pour dire qu'on a des motifs japonais, mais c'est pas forcément dans la manière de représenter. Là, vous dites, ouais, ça fait japonais parce que vous voyez des kimonos, vous voyez des éventails. Voilà, vous dites, voilà, ça c'est japonais. On a parfois des artistes qui vont limite copier-coller presque. C'est une réadaptation très libre de Van Gogh, même s'il y a une tentative de changer notamment les couleurs. Le cadre autour, c'est lui qui essaie de faire des inscriptions, mais ça ne veut absolument rien dire. Peut-être qu'il insulte des gens en fait sans savoir. Il ne faut pas donner ça à quelqu'un qui sait l'art japonais, ça se trouve, il va dire mais il se fout de ma gueule. C'est voilà, pas grave. Mais en tout cas, non, ça ne veut absolument rien dire. Il a copié des signes qu'il trouvait jolis. On a aussi là la référence, mais qui va être plus délicate, qui va être plus... En gros, on sent l'inspiration, mais là, je vous aurais mis que le bassin inférieur de Monet, vous m'auriez dit, ouais, mais qu'il n'y aura pas que le Japon. En fait, voilà, dans ce type de motif, avant, c'était pas forcément représenté, surtout pas comme ça. Le traitement est clairement en référence à l'art japonais, notamment les estampes. Et les estampes, c'est vraiment l'élément hyper important pour les artistes. Et en plus, au début, les estampes, donc, ce qui était marrant, c'est qu'au début, c'était froissé et ça permettait de caler les céramiques entre elles. Donc les artistes, il y en a un qui a vu le truc et dit non, mais c'est trop bien ça, j'embarque, je vais aller chez moi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est un tas d'occidentaux. Ok, filez-leur des essences aussi, ils en veulent. Sauf que les essences, ça coûte pas cher. C'est pas. Les essences colorées comme celle de Hiroshige à côté, c'est un peu plus cher, mais la manga de Kusai, ça coûte rien. C'est vraiment. Donc les artistes en achètent en masse. Van Gogh, c'est un peintre ruiné, mais il dépense toujours l'argent pour ses essences japonaises. Monet, il en a des tonnes. Si vous allez petite balade, je vous conseille, c'est Giverny, la maison de Monet. Il y a une sac qui est remplie d'essences. En plus, là, il commence à faire beau, c'est ça. Aussi, le japonisme va se retrouver dans une manière de traiter les motifs. C'est-à-dire que avant, on ne représentait pas vraiment les gens en parapluie. Enfin, on dirait que ça n'existait pas beaucoup non plus, mais si, on avait. Mais le sujet en lui-même, les gens sous des parapluies, les artistes ne représentaient pas ça avant. Ça va vraiment insuffler des sujets, des motifs, d'inspiration pour les artistes. Autre chose aussi, les gens de dos. C'est rare d'avoir des... Dans la peinture occidentale, si vous avez quelqu'un de dos en général, c'est parce que c'est un petit personnage au fin fond d'un paysage. Là, on va avoir des vraies compositions avec des personnages de dos. Et ça, c'était franchement pas la norme. Ça, les ombres. Quand vous avez des artistes qui mettent plus d'ombre, c'est japonais en fait. Les japonais ne représentent pas les ombres. Et certains artistes comme Manet, du coup, ils retirent l'ombre. Et les gens, ça va les choquer. Ils disent, du coup, il n'était pas l'ombre, c'est pas normal. Oh, non. Les japonais, ils le font. Ah, mais tout n'est pas japonais. Et les mangas, parce que, évidemment, cette relation incroyable entre la France et le Japon, et je suis étonnée qu'on n'ait pas utilisé le mot manga depuis le début. Vous n'avez pas osé dire manga, qui était votre manga préféré, parce que vous consommez tous des mangas, non? Un petit peu? Du tout? Oh, okay. Ah non, c'était des animés plutôt. Les deux. Ouais. J'ai une question là-dessus. Est-ce que vous connaissez l'étymologie précise de manga? Parce que j'avais donné des. J'en ai pas la vie, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs Hypothèses? Plusieurs hypothèses, ouais. Alors, déjà,
Par rapport au manga, Oui. là, J'ai vu dans différents articles qu'il donnait de presse où il donnait différentes étymologies. vous êtes fort, je vous donnerai votre chèque après. Vous faites ma transition. Merci. En fait, effectivement, bon, globalement, on est plus ou moins d'accord sur l'étymologie du manga. Ça viendrait de la manga. La manga, c'est ça. C'est une série de. Il y en a combien 15, 16, je sais plus. C'est des recueils faits par Hokusai avec plein de petits motifs comme ça. Et en fait, manga, ça voudrait dire, parce que c'est mon, ga, enfin, il y a une. Ça remonte à loin, mais c'est japonais. Mais l'idée, ce serait la chose vite dessinée. C'est. Mono, c'est kimono, c'est la chose qu'on a sur soi, mono. Et manga, ce serait parce qu'on ne dit pas manga, on dit manga. Enfin, il y a un travail, une contraction qui est faite. Mais c'est la chose, ouais. Et ga, normalement, c'est tout ce qui est lié à la langue, la bouche. Ouais, et par extension, c'est tout ce qui fait vite, tout ce qui sort de la bouche et hop, dessiné vite. Enfin, ça viendrait de là. Et la manga, c'est ce recueil. C'est un recueil pour former tous les écoliers, les artistes, en gros toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à dessiner. Hokusai, là, il est à la fin de sa carrière quasiment. Il est reconnu comme maître. Parce qu'au début, il a commencé par des affiches de théâtre, de kabuki, des trucs pas très connus au début. Mais à la fin, il a fait, par exemple, la vague. On est sur la fin, là. On est sur des belles estampes. Toutes les vues du mont Fuji. Et là, on est sur une période où l'estampe devient un produit quasiment de luxe. Mais ça, c'est des choses qui coûtent rien. La manga, et je vous dis, c'était chiffonné dans les cartons pour caler les pièces, les céramiques entrées pour pas qu'elles pètent pendant un voyage. Comme vous faites. Sauf que, il y en a qui se sont dit, non, c'est bien, on va le vendre à Paris. Ça a bien marché. Ça a très très bien marché. Et donc, cette manga, si vous avez l'occasion de regarder, parce qu'il y a plein de détails hyper hallucinants, c'est très drôle. Franchement, Hokusai est super drôle. Comme personnage, c'est très très varié. Puis comme vous dites, il y en a une quinzaine, donc il y a des milliers de dessins. Il a fait aussi une méthode pour apprendre à dessiner, qu'on retrouve chez certains artistes après. Et par la suite, effectivement, on a eu, ils ont gardé ce côté très pittoresque de la manière de représenter certaines scénettes, donc ils les ont. Il y a eu ça, il y a eu aussi les théâtres. Il y avait des petits théâtres avec du papier, les théâtres de rue. Et ils ont aussi gardé ça. En gros, il y a toujours eu ce goût pour l'humour assez court, avec des scénettes comme ça, des petits. Moi, ça fait penser, vous savez, qu'on se retrouve dans les journaux, par exemple les Garfield, dans 2-3 vignettes. Voilà. Ça apparaissait dans certains journaux et on retrouvait ces histoires. Et là, je vous en ai mis un seul qui date du début du XXe siècle. Et les motifs, ça ressemble énormément au Hokusai. C'est une manière de représenter qui est quasiment la même, et on va conserver ça. Sauf que là, on va avoir du texte aussi. On a des histoires qui vont se mettre de plus en plus qui vont être racontées. Ça va se transmettre via les journaux. Encore aujourd'hui, les fanzines, et encore aujourd'hui, c'est des formats vraiment spécifiques, mais avant, c'était aussi dans les journaux. On va avoir ensuite des grands noms qui vont très vite, au cours du début 20e, qui vont incarner le manga. Et là, on va avoir la transformation. On ne parle plus de la manga, mais le manga. Mais voilà. En fait, c'est juste la tradition d'Hokusai. Ils ont gardé le manga. Donc en fait, le manga, ça vient de ça. Ça vient de toutes ces esquisses prises sur le vif d'Hokusai qu'il a ensuite mis dans ce recueil en plusieurs volumes. Peut-être même une vingtaine. Parce qu'il y en a qui ont été parus après la mort d'Hokusai. Et aussi, le rapport avec l'Occident, très vite, ils ont été marqués par ces grands noms du manga, parfois de manière, je dirais pas discrète, mais de manière un peu silencieuse, parce qu'il y avait aussi cette envie de ne pas trop dire
sur la scène. Ah, on a pris comme exemple le Roi Léo, c'était vachement bien comme histoire, donc on l'a adapté, sauf que Simba, il ressemble à Simba, et le Roi Lion, c'est le Roi Lion. Enfin, c'est plus Léo, c'est le Roi Lion. Il y a eu le Disney, c'est la même histoire. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le Roi Lion Disney. Voilà. Il y a même eu une tentative de procès, mais Tezuka dit non, on s'en fout. Non, mais voilà. Mais il aurait pu gagner, hein, parce que c'est la même histoire, c'est Simba. Voilà. Sauf que non, Tezuka dit non. En gros, pour lui, c'est un honneur en fait. C'est un honneur que son manga, Le Roi Léo, soit repris. Puis il y a quand même des variantes, mais bon. En gros, ce qui change globalement, c'est que là, c'est un lion blanc. Quoi. Parce que voilà, pourquoi j'en parle aussi, parce que ce côté, à partir de la fin des années 30, bon, il y a eu une coupure, nous, évidemment, pendant la Seconde Guerre, mais en tout cas, il va y avoir toute une dynamique autour du dessin animé qui arrive. Le premier long métrage animé, c'est Blanche-Neige, c'est en 1937. Hein. On n'aurait pas comme ça, mais c'est vieux. Hein. Et donc, c'est un très très grand succès. Seconde Guerre, donc bon, voilà. Et les années 50, beaucoup de productions de Disney qui vont marquer le monde. Ça va être du coup un petit frein par rapport au monde japonais avec les importations notamment de mangas ou autres. C'est vraiment Disney qui va dominer, mais qui va malgré tout insuffler cet aspect, le futur côté kawaii, quoi. Enfin, ce côté mignon des choses. En gros, c'est un terrain qui va être laissé hyper ouvert pour le Club Dorothée, les dessins animés et même un petit peu avant avec tout ce qui est guerre des consoles dans les années 70-80. Même plus, parce que 70 c'est les arcades, donc plus 80 avec l'arrivée de la Game Boy et tout ça. Là, le Japon va se positionner lui sur le jeu vidéo et les Américains vont se positionner sur tout ce qui est micro-ordinateur. Et donc, parce qu'ils ont essayé au début, les Américains, de faire ça. D'ailleurs, Disney avait fait un partenariat, notamment par rapport à Kirby. Ils avaient essayé de... En gros, Nintendo a pu s'implanter aux États-Unis grâce à Disney. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des partenariats qui sont créés. Pour le grand public, ça ne change pas grand-chose, mais il ne faut pas imaginer que le Japon ne fait rien de son côté. Il va réussir à quand même s'implanter aux États-Unis dans les années 70. Leur but, c'est de dominer le monde du jeu vidéo, d'abord via les bornes d'arcade. Après, PC, d'un côté, les États-Unis vont garder ça, les Japonais vont garder la console. Et eux, ils vont être, avec la Famicom, puis la Game Boy, ils vont être les leaders incontestés du marché. Il y aura aussi des rivaux comme Sega, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce côté, cette culture japonaise va passer par les jeux vidéo et par les mangas, qui va revenir via notamment Club Dorothée, mais pas que, toutes les chaînes qui ont pu diffuser, même avant, non, je crois que le premier c'est Club Dorothée, si je ne me trompe pas. Mais après, il y a d'autres chaînes qui vont suivre. Les Minicuns aussi vont diffuser des mangas. Ils vont très vite prendre la suite parce que Disney a ouvert la voie du dessin animé. Donc ils vont dire ok, c'est normal, c'est bon. Hop. Ils vont censurer tout ce qu'ils peuvent. Dès qu'il y a une culotte, dès qu'il y a un peu de sang. Ils vont aussi redoubler de manière un petit peu grave, mais là on est enfin dans une belle dynamique de vrai beau doublage. Mais en tout cas, c'est au début, on est entre l'appréhension et l'admiration. C'est vraiment cette tradition de modernité, la version là. On va voir ça. Et on va en plus de plus en plus d'importations de mangas qui vont en plus de. Voilà, j'ai mis parmi mes préférés. Le côté aussi plus intellectuel, plus poétique, plus poussé en histoire. Parce que je ne veux pas dire que ceux d'avant n'étaient pas poussés en histoire, c'est juste qu'on en a transmis une image qui n'était pas du tout poussée. Et là, on va mettre en avant cet aspect intellectuel du manga. Il y aura une très belle communication qui va être faite
Pourquoi des années, moi, au début, c'était les années 2000, hein, ça a commencé à bien se redévelopper dans les années 2000. Et voilà, bon, effectivement, Claude Dorothée, qui a énormément, qui va vraiment donner qui va vraiment pousser toute cette génération qui aujourd'hui a grandi et qui va continuer de donner ce goût pour le Japon, en fait, concrètement. Avec les conventions, des choses comme ça. Gros travail aussi, évidemment, de tout ce qui est ministère les ambassades japonaises présentes sur le territoire, qui eux aussi travaillent sur ça, et même les actions, comme celle d'aujourd'hui, qui a envie de donner justement une compréhension scientifique de cette culture-là. Ouais. Si je peux me permettre, il y avait aussi une question de production. Par rapport à quoi? Ah, les mangas? Par rapport aux animés. Oui, ça coûte rien. Ça coûtait rien en fait à monter. Et même des histoires françaises étaient animées au Japon. C'était rien à animer. Oui, tout à fait. Les studios là-bas, c'était leur boulot, ils avaient l'habitude. Disney, quand ils faisaient des trucs, c'était beaucoup trop long. Ils profitaient de ça, en fait, ils n'ont pas l'argent à mettre là-dedans. Oui, ils voulaient pas, mais ils voulaient du programme. Oui. Ils voulaient du programme à fond pour les enfants. Et complètement. Merci. Ouais. Non, mais si, ça reste effectivement, c'est complètement rien par rapport à la question de l'économie. La compréhension de la culture japonaise qu'on en a, c'est toujours une question économique derrière. Parce qu'on a, pour ça que je parlais au début des porcelaines, parce que c'est. La question de l'art est toujours liée aux politiques et à l'économique. C'est en gros derrière une question de qui commande, qu'est-ce qu'on commande, pourquoi, pour où, et aussi combien ça va coûter. C'est toujours très important ces questions. Effectivement. Donc voilà, nos fameuses images qui nous permettent un petit peu de conclure sur ça. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, feu. Juste pas exactement compris, où est-ce que vous situez le changement entre le passage justement de la France qui s'intéresse à la culture japonaise mais sans la connaître vraiment, à vraiment de la culture superficielle, des vases, etc., à directement importer les mangas, etc. Parce que justement, il y a eu cette. En fait, c'est comme on disait à un moment donné, il y a ceux qui s'y connaissent bien ou qui ont cette envie de dire moi je sais, je comprends, je suis un expert, et ceux qui disent non, mais moi je veux juste consommer, c'est hyper tendance. Et dans le monde du manga, on retrouve ça, hein. On retrouve les grandes, les personnes qui sont hyper cultivées en manga, qui ont lu, des spécialistes. De ça, il y en a d'autres, c'est juste moi non, j'aime bien lire un manga de temps en temps, quitte à lire un manga qui est super cliché de la culture, mais bon, je m'en fiche, qui n'a pas forcément l'envie de tout lire d'un même mangaka, pas forcément envie de pousser plus loin que ça. En gros, plus une consommation, on va dire, geek du truc, ou alors une consommation plutôt nippophile, nipponophile, c'est plus cet aspect, on est toujours entre ça, entre la consommation. En fait, c'est ça l'idée pour moi de vous faire comprendre, c'est que depuis le 19e, on aime le Japon. Il y en a qui consomment, voilà, c'est tendance. Il y en a qui ont un petit peu de comprendre, voilà. Et par contre, on a les spécialistes. Ceux qui n'ont pas forcément. Il y en a encore qui collectionnent des porcelaines. Hein. Il y a encore de grands collectionneurs, notamment d'armure. J'ai discuté avec une spécialiste en marché de l'art. Le truc qui marche bien, c'est les estampes, les armures. Et les tsuba, les gardes de sabre. C'est des trucs qui marchent bien,
que spécialistes adorent collectionner, et à côté, mais il y a des gens, non, mais moi je veux juste une estampe de Poussaille que je trouve ça beau en fait. Ça, et puis je connais bien le mot Poussaille, mais sans plus, j'ai pas envie de. Voilà. Mais il y en a qui sont capables de vous dire, bah, je connais toute la chronologie des armures de telle époque à telle époque. Ouais. Justement, puisque vous avez mis en avant le fait qu'aujourd'hui c'est la consommation, manga, anime, tout ça, est-ce qu'il y a encore des artistes qui essayent de s'inspirer aujourd'hui de l'art traditionnel japonais comme on avait avec Monet par exemple? Oui, il y en a, ils vont même plutôt miser sur des collaborations ou apprendre des techniques. Qu'est-ce que je peux vous donner un exemple? Si, mais ça va plus être dans la manière de. Là, la chose qui marche énormément bien, c'est tout ce qui est l'art de la céramique, l'art de la laque. Le kintsugi aussi, donc vous savez, le fait de péter de réparer une céramique qui est cassée ou un objet en laque qui est cassé avec de la colle, et on dore la brisure pour mettre en valeur l'imperfection des choses et que l'erreur n'est pas fatale, au contraire, l'erreur est belle dans la vie. Et il y a on est beaucoup sur plus ces thématiques du wabi-sabi, donc de cette mouvance artisanale, où on a envie de mettre en avant la production de la main, en respectant le temps, en respectant les matières. On est plus dans cet aspect artisanal extrêmement spécialisé. Et la céramique est un des lieux les plus beaux, notamment le raku, qui est très, très, très utilisé. Après, en tout ce qui est peinture, il doit y en avoir forcément, si je suis plus côté céramique évidemment, mais si, il y a toujours la photographie aussi. La photographie japonaise a énormément inspiré les photographes actuels. Enfin, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous auriez des noms de photographes japonais Il faut que je les retrouve. Ouais, il faut que je les retrouve, mais si vous voulez, il y a une maison d'édition qui fait des super bouquins sur ça qui s'appelle Iki Édition. Moi, j'ai fait un bouquin sur la céramique. Ils ont fait pas mal de bouquins sur la photo, l'art japonais, les chats aussi. Internet est fait de chats. Le Japon est fait de chats. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, j'avais une question sur ce dont on a parlé tout au début. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passe, si vous détaillez comment les Hollandais se sont retrouvés avec un interlocuteur unique du Japon. Parce qu'en fait, c'était. À un moment donné, les Portugais ont commencé à vouloir être très présents sur le commerce. Enfin, ils ont été très présents sur le commerce. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de compagnies qui ont été créées, notamment la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, était la plus riche, efficace, celle qui avait le plus de navires. Enfin, c'était. Puis elle avait un bon contact avec la Chine, et en fait, de temps en temps, la Chine était fermée pour des raisons de guerre ou autre, donc tiens, on va aller voir là-bas ce qui se passe. Et donc ils allaient au Japon, ça se passait pas trop mal. En fait, ils ont toujours eu plus ou moins de bons contacts avec eux, c'est pour ça qu'ils ont gardé contact avec eux. Le problème, ça a été lorsque les Portugais ont débarqué, et puis c'est surtout les missions portugaises, et il y avait des Français là-dedans, c'était surtout portugais. Je crois que c'était surtout portugais et espagnol. Mais en tout cas, ouais, eux, après, ils étaient bannis, quoi. Ils ont dit non, tant pis, on garde les Hollandais parce que eux, ça va, mais le reste, non, c'est fini. Et du coup, la BOC, c'était déjà une des plus puissantes, mais là, parce que nous, la nôtre, la compagnie des. Comment ça s'appelle la compagnie des Indes orientales, créée notamment sous Louis XIV. Elle avait ce qu'il fallait, mais pas le Japon. Ouais. Est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi, il y a eu un rejet de l'art japonais? Ouais. C'est vrai que j'étais très rapide sur cet aspect historique de la seconde moitié du XXe, pardon. Effectivement, donc déjà la première moitié du XXe, on a eu la Première Guerre, on a eu un intérêt pour les Américains. Et après la Seconde Guerre, effectivement, le Japon descend construire.
c'était lui, tout est à l'arrêt. Ils ont connu un très très grand, une très très belle accélération justement au cours des années 60. Ils ont très très vite repris la fabrication, ils se sont très vite relevés. Ils ont connu une crise très conséquente fin 80, début 90. Mais ouais, on a eu une très grosse période de méfiance pour le Japon, seconde moitié du XXe. Ça s'est calmé avec les consoles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours la question de la culture populaire, de la consommation de masse qui va avoir une incidence sur. C'est clairement ça, hein, c'est Nintendo. Qui était même plus par les anciens, ça a été véhiculé par les jeunes. Ouais. Ah, clairement. C'est vrai parce que. Par les japonais, oui. Ouais. Mais encore, en fait, le problème, c'est que la Famicom ne coûtait rien. Les autres consoles, elles coûtaient une blinde. Ou alors, on allait se ruiner dans les bornes d'arcade. Donc, déjà, on avait peur de l'impact des jeux vidéo sur ces pauvres petites têtes longues qui devenaient des monstres sanguinaires. Mais déjà, voilà, ils claquaient tous leurs fric dans les bornes d'arcade. Et puis en plus, non, la Famicom, elle coûtait rien. C'était pour toutes les familles de classe modeste, ils se sont rués vers la Famicom, puis après la Super NES, la NES, mais c'est une question toujours de consommation des coûts. C'était une console familiale en plus, il y avait les manettes intégrées de la Famicom. C'est plus une remarque. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Par rapport aux émissions, d'autres émissions avant. Bah oui, c'est pas un truc. Récréa 2, 78. Récréa 2. Ouais, ils avaient quoi Ils avaient quoi Oui, mais c'était avec Dorothée. C'était l'époque de Dora, Et c'est Dorothée. Oui, c'est aussi Dorothée. C'est ça en fait, quand tout à l'heure je me disais, en fait, je me rappelle, je suis Dorothée. 78, alors est-ce que Dorothée c'est 82. 89, Dorothée. Entre 87 et 80. Ouais. C'est parce que c'est trop jeune. Ah merci. Tu seras preuve de tout à l'heure. C'est gentil. Ouais, tout à fait. Mais c'est Dorothée en fait. C'est la daronne du dessin animé pour nous, manga. Ok. Bon, bah, je vous retiendrai plus. Merci à vous pour votre présence. Merci pour l'invitation à Bureau des Arts. Merci. Ouais, le replay sera disponible pour les personnes qui n'ont pas pu voir le début pour la raison de les cours. Ce sera sur ma chaîne YouTube. Oui, d'ailleurs. Voilà, parce que vous avez une obligation, maintenant vous êtes là, vous devez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, mais surtout sur Twitch, sur YouTube. Voilà. Une obligation morale, vous êtes là, vous êtes là-dessus, vous avez une obligation morale. Et je vous remercie. Merci.